Vendredi 18 avril. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2025, c'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, on vous livre le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. C'est aussi celui qui nous a dépanné lundi dernier dans notre retour sur le week-end de course que nous avons eu au Bahreïn. Et maintenant, il est avec nous, retour à son poste régulier. Il est l'analyste et descripteur des courses de Formule 1 à la GTCQ.tv. Il est aussi un pilote de division élite pour la team FSR. François Goulet, comment ça va? Bien et pas bien parce que ton pilote de division élite FSR hier a décollé sa course en deuxième vitesse au lieu de la première, puis il a stallé sa grille, fait que ça a gâché sa course de simulation de la GTRLQ. Mais en dehors de ça, ça va très bien. Je passé une très belle semaine entre deux grands prix très rapprochés. On a eu du plaisir avec Bahreïn et je me suis lancé récemment dans la lecture d'un merveilleux livre qui s'appelle La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve de notre ami Kevin Fontaine. Donc, j'ai commencé cette lecture-là cette semaine et puis c'est très intéressant. C'est le fun. Il fait des beaux petits résumés de chaque course. Chaque chapitre est une course en soi là, à partir du début là, du circuit Gilles Villeneuve. Fait que très intéressant comme livre. Donc, chapeau à Kevin là, pour sa création. Donc, le livre s'est rendu jusqu'à toi à Québec. Donc, ça Ouais. lance le message à tous nos auditeurs que peu importe où vous êtes où, Kevin Fontaine a des moyens de vous envoyer son livre si vous voulez vous en procurer une copie. Ah oui, je l'ai reçu par la poste, un beau paquet. J'en ai deux, en fait, un pour moi, puis un pour quelqu'un d'autre. Je peux pas le dire tout de suite parce qu'il ne sait pas encore que je vais lui offrir. Non, Donc, faut pas gâcher ça. voilà, mais c'est vraiment un beau livre. Donc, je vous le recommande fortement. Pas parce que c'est dans notre famille, mais très objectivement, c'est très bien. Non, mais c'est un beau sujet. C'est un bel ouvrage que Kevin a fait. Puis en plus, Mhm. il n'y en a pas d'autres livres comme ça qui racontent l'histoire de la Formule 1 à Montréal. On peut dire ça, c'est au circuit Gilles Villeneuve, mais c'est carrément l'histoire de la Formule 1 à Montréal. Donc, c'est intéressant de se lancer dans cette lecture-là. Puis, en plus, si jamais vous voulez vous en procurer une copie, c'est simple. Vous avez juste à communiquer avec le F1 Podcast. Pas besoin de vous casser la tête de le trouver sur Internet. Je ne sais pas si la version virtuelle est sortie encore. Donc, faites juste m'écrire un petit message, là, que ce soit sur Messenger ou par notre adresse courriel F1 Podcast en un mot à commercial gmail.com. Juste à m'écrire, puis ça va me faire plaisir de donner vos coordonnées à Kevin pour que vous puissiez rentrer en contact avec lui. Euh, Tu sais que, François, la semaine dernière, on a fait une répétition sur le fly, Mhm. pour prendre l'expression de Marc Bergevin, ancien directeur général du Canadien. Ben, encore une fois sur le fly, je vais te demander de dire l'épisode du F1 Podcast est une présentation de Des cœurs incorporés. des cœurs incorporés qui sont des leaders dans le domaine de la conception d'escaliers, mais aussi la vente de matériel. Donc, si vous voulez que ce soit des rampes, construire un escalier au complet, ils vont vous offrir un service humain et sur mesure. Ils se déplacent de Laval à Tremblant, donc une entreprise québécoise qui supporte le F1 Podcast. Donc, si vous avez quoi que ce soit qui a rapport aux escaliers, ben, supportez. C'est une autre façon de supporter le F1 Podcast, c'est d'encourager des cœurs incorporés. Aujourd'hui, on déroge pas de nos bonnes habitudes. On va commencer avec un bloc actualité. Les gens aiment bien ça aussi. On a le but de cet épisode-là, ben, c'est de mettre le plus d'informations possible, de rendre les gens à jour, bien sûr, qui travaillent dans la semaine. On sait que la société aujourd'hui, ben, les choses se bousculent, ça va très vite. Donc, des fois, on n'a pas tout le temps de tout couvrir ce qui se passe en Formule 1. C'est un véritable roman savon, c'est un téléroman la F1, donc il se passe bien des choses des fois en une journée. Il y a quelque chose qui est revenu dans l'actualité. C'est pas des sujets que j'aime adresser, les rumeurs, ces choses-là. Mhm. Mais à un moment donné, ça devient tellement gros, ça prend tellement de place que certains auditeurs m'avaient demandé, Martin, ce serait le fun que des fois tu mettes à jour ces rumeurs-là pour qu'on puisse savoir à quoi s'en tenir, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. C'est sûr qu'on on n'est pas on n'est pas dans le secret des dieux, sauf que des fois, on est capable de démêler un peu de choses. Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que Ralph Schumacher puis Juan Pablo Montoya s'ennuyaient. Et lorsque ces deux-là, et lorsque ces deux-là s'ennuient, ben on sort des rumeurs sur Max Verstappen qui peut aller un peu partout. Ralph était même rendu que Verstappen pourrait être chez Alpine la saison prochaine pour te montrer à quel point on Ouh. est rendu loin.
Est-ce qu'ils s'ennuyaient l'un de l'autre, Ralph et Juan Pablo? Parce que de mémoire, c'était pas les meilleurs amis du monde. Non, je ne sais pas s'ils travaillent ensemble lorsqu'ils écrivent leurs rumeurs ou je pense qu'ils travaillent chacun de leur bord ou ils se relancent plutôt. Les Ah, deux essaient de se ouais, faire compétition là-dessus. ils ont fait la paix depuis leur passage chez Williams, je pense. Ouais. Mais tu sais, je vais pas dire, François, il n'y a pas de fumée sans feu. On le Non. sait, des fois quand ça persiste, pis tout ça. Sauf que ces rumeurs-là semblent venir de tout le monde, sauf de Max Verstappen. Parce que Ouais, lui, à toutes les fois qu'on lui pose la question, il répond clairement, il dit, bah, moi, je n'ai pas entendu de ça. Moi, j'ai un contrat, je serai chez Red Bull. Moi, je me concentre sur ma course en fin de semaine. Toutes les fois, ouais. puis ça, c'est quasiment rendu, au début, ça avait l'air de le déranger, mais là, on dirait que maintenant, ça l'amuse de dire que, bah, il écrit n'importe quoi. On se rappelle que c'est l'an dernier, je pense que c'est à Miami. Euh, quasiment au même moment, là, quasiment un an Mhm. jour pour jour, où ce qu'on disait que c'était fait. Il avait une entente de principe avec Mercedes, un contrat qui frôlait le milliard de dollars, toutes ces choses-là. Là. Tu sais, on n'est pas là encore. Je comprends que lorsqu'on connaît un moins bon week-end, ben là, tout d'un coup, Ralph et Juan Pablo Montoya commencent à sortir des rumeurs. Après le Japon, ben, il n'y avait aucune discussion comme quoi il s'en irait de là. Là, tout d'un coup, à Bahreïn, c'était plus difficile. Là, on sort les clauses du contrat. S'il descend en bas de la troisième position au championnat des pilotes, ben là, à ce moment-là, il y a une clause de sortie. Il pourrait s'en aller, pourrait négocier ailleurs. C'est sûr que le partenariat Adrian Newey, Honda, maintenant chez Aston Martin, ça pourrait être attirant. Ça, je comprends qu'il y a toute une logique derrière ça. Il y a aussi une logique que Lawrence Stroll a toujours voulu avoir des champions du monde. On l'a vu depuis que c'est Aston Martin. On a eu Sébastien Vettel. Aussitôt que Vettel a quitté, ben, on s'est retourné de côté. Ben, on est allé solliciter les services de Fernando Alonso. Alonso est encore là pour 2 saisons, donc je ne sais pas ce qu'il presse présentement d'aller chercher Verstappen. On a quand même son fils Lance Stroll. J'ai beaucoup discuté à croire qu'on ne laissera pas une chance à Lance Stroll de Ouais. conduire une voiture qui a été conçue par Adrian Newey, donc tout ça. Mais je comprends qu'il n'y a pas de fumée sans feu, sauf que c'est juste pour un peu éclaircir là, ce qui se passe. Il y a George Russell aussi qui n'a pas de contrat chez Mercedes, donc cette ouverture-là, tant qu'on n'aura pas signé George, ben, il va toujours avoir l'ouverture qui a un siège de disponible chez Mercedes, donc cette rumeur-là peut continuer. On a emmené Alpine dans le décor, puisque Alpine, avec Flavio Briatore et Oliver Oaks, on semble remettre l'écurie dans le bon sens. On a aussi le partenariat avec une motorisation Mercedes qui va débuter la saison prochaine. Même Pierre Gasly, de ses propres mots, disait cette semaine, je pourrais être champion du monde la saison prochaine. C'est tout à son honneur d'y croire parce Mhm. que tant qu'à engager un pilote, tu veux qu'il croit en ses chances. Est-ce que Pierre Gasly peut vraiment être un champion du monde l'année prochaine chez Alpine? Je ne le sais pas. Je pense que ça va être plus complexe que ça parce que présentement, on construit une voiture chez le manufacturier français, mais on n'a même pas les détails du moteur et de la transmission encore. Donc, on est un peu à l'aveuglette là-dessus. Donc, c'est une réalité lorsqu'on n'est plus un constructeur, une écurie d'usine où ce qu'on fabrique nos propres moteurs, nos propres boîtes de transmission, nos boîtes de vitesse, mais à ce moment-là, on est à la merci de ce que notre fournisseur décide. Donc, c'est un peu une réalité chez Alpine. Donc, est-ce qu'on va être capable que tout va bien se mettre ensemble, comme ça, par hasard, et bien tomber et avoir une voiture ultra dominante? Ça peut arriver. C'est déjà arrivé par le passé. Sauf que ça reste à voir aussi. Je voulais en parler avec toi un peu aussi, là, que Max Verstappen, tous ces rumeurs-là, bien sûr, toi aussi, là, tu as les oreilles bien ouvertes lors Mhm. d'une semaine, tu en as entendu parler. Mais tu penses quoi de tout ça, là? Ben, a priori, t'avais abordé un peu cette discussion qu'il y avait eu avec Dr. Helmut Marko puis Vermeulen, Exactement. l'agent de Max Verstappen la semaine dernière. Donc, t'as comme mis la table un peu à ce qui s'en vient. Maintenant, les rumeurs, on s'en parle souvent, toi puis moi, on n'est pas on les voit aller, mais on aime les faits, nous. On aime les Mhm. trucs qui sont confirmés. Donc, on n'est pas du genre à propager des rumeurs simplement pour essayer d'embarquer dans le train. Donc, euh, d'ici à ce qu'il y ait des choses de signées officielles, moi, les rumeurs, souvent, j'en fais fi. Tout simplement parce que sinon, je pense que ça détourne l'attention sur des trucs plus importants. Là, les histoires de positionnement au championnat, de contrat, écoutez, je ne l'ai pas vu, moi, le contrat de Verstappen. Je peux comprendre que si, exemple, le taux n'est pas performant, qu'il y a une clause dans son contrat qui pourrait lui permettre de sortir, là, à cette heure, où va-t-il aller? Et autre chose, si une place au championnat d'un pilote, oui, ça peut être par rapport à la voiture, ça peut être aussi par rapport au pilote. Là, on sait que Verstappen, c'est pas de sa faute en ce moment s'il est à la place qu'il est. Il exécute très bien. Donc, on voit que le problème est la voiture. Mais en même temps, je pense qu'il faut laisser le temps à Red Bull peut-être de se replacer. L'année prochaine est une incertitude
au niveau de toutes les écuries. Donc, toutes ces situations contractuelles-là et l'incertitude de l'an prochain nous met dans une situation, nous, en tant que fans de Formule 1, où on n'a vraiment aucune idée du portrait qui va se dresser devant nous. Donc, pourquoi s'embêter avec des rumeurs alors qu'on n'a vraiment aucune idée de ce que l'avenir va nous réserver? C'est drôle, parce que c'est vrai que j'avais comme oublié que la semaine dernière, on s'était laissé en disant Ouais. la machine à rumeurs va partir à cause de la discussion entre le docteur Marco. C'est vrai, c'est drôle, tu dis, t'as comme je l'ai comme commencé sans le vouloir, mais j'ai mis la Ouais. table en disant ça va se passer cette semaine, puis c'est vrai, pas C'est une surpris. vraie Jojo Savard, Marky. Oui, c'est vrai, mais avec ça. Mais j'avais dit que j'étais pas au courant pourquoi la chicane avait eu lieu, là. Ça aurait pu être une chicane assez banale. Ça a l'air que c'est les arrêts au puits qui auraient bien sûr mis le feu au derrière de l'agent de Verstappen. Avec raison, là, Ouais, lorsqu'on n'a mais. pas une voiture très rapide, ben, on veut qu'au moins les arrêts au puits fonctionnent. Il y a aussi, oui, on parle du positionnement au championnat. Mais écoute, c'est 8 points de la tête, là. Mhm. Max Verstappen est à 46 points du championnat en 2022 après avoir gagné son premier championnat en 2021, il est à Ouais. 46 points derrière Charles Leclerc à un certain moment, puis on sait le résultat de ça après ça. Donc, il n'y a pas, oui, il y a une certaine panique. Oui, il faut être proactif, il faut agir, il faut pas prendre trop de recul, sauf que c'est pas la catastrophe. Encore là, merci à Max Verstappen d'avoir fait un tour d'anthologie au Japon, d'avoir fait une course parfaite pour avoir remporté le Grand Prix. C'est sûr que sans cette victoire-là, on ne parlerait pas du même positionnement au championnat, sauf que on veut pas y porter malheur, mais de dire que Max Verstappen aura seulement une victoire au Japon sur toute la saison, j'ai de la misère à y croire. Tu sais, je ne mettrai pas d'argent là-dessus. Il va y avoir d'autres moments dans la saison où il va être capable de saisir une opportunité et complètement là, de s'accaparer un week-end de course à lui comme il l'a fait, comme il l'a si bien fait à Suzuka. Donc, c'est pas terminé. Là. C'est pas c'est ça. Tu sais, il y a encore du travail à faire et justement, on va en venir un peu plus tard. Le Red Bull a apporté du renfort. J'ai effleuré le sujet un petit peu. George Russell, toujours pas Mhm. de contrat. Ça, c'est quelque chose que j'avais abordé en début de saison. J'en avais parlé. Je trouve que ça passe un peu sous le silence. J'ai l'impression que si c'était pas un pilote britannique, si c'était peut-être justement Max Verstappen dans une dernière année de contrat, on en entendrait plus parler. Mais il semble qu'il n'y a pas beaucoup de rumeurs qui s'en vont ailleurs. On met pas beaucoup de pression sur Toto Wolff pour savoir pourquoi tu le signes pas, George. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu attends? Là, c'est sûr qu'on en profite pour dire, ah, il attend de voir s'il peut avoir Verstappen. Sauf que je me demande, comment George se sent à travers tout ça. On sait qu'il ne porte pas Verstappen dans son cœur, de savoir que lui, Mercedes, il est un peu le plan B de Mercedes. On a sécurisé Antonelli. On voulait absolument Mhm. pas perdre Antonelli, mais je trouve pas qu'on montre le même respect nécessairement de l'autre côté du garage là, envers Russell, qui est là quand même depuis le début, qui avait été identifié comme l'avenir de l'équipe au moment qu'il était chez Williams, qu'on avait voulu l'emmener. Mhm. On avait été prêt à tasser Valtteri Bottas pour pas le perdre. Il est là, il a un bon début de saison. On dirait que si on enlève sa qualification du Japon, son premier secteur à Suzuka, c'est un bon début de saison en soi. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Si tu étais dans les souliers de Toto Wolff, est-ce que tu n'as pas le choix d'attendre pour voir s'il n'y a pas une ouverture pour Verstappen? Tu peux pas te menotter? Ben, c'est ça, il est un peu mal pris, Toto Wolff, hein, quand on y pense, parce que il y a un très bon pilote avec lui en la personne de George Russell. Donc, puis oui, George Russell, comme tu l'as dit, était un peu étiqueté comme étant l'avenir de Mercedes, la relève de Lewis Hamilton comme étant le premier pilote d'écurie. Donc là, qu'il soit sans contrat, ben moi, tu sais, je trouve ça un peu curieux. En même temps, George Russell connaît un très bon début de saison, donc je suis pas inquiet pour lui. Mais oui, Toto Wolff est dans cette situation un peu embêtante là, où il veut pas se fermer la porte d'un potentiel Verstappen disponible. Probablement que, tu sais, puis il n'est pas tout seul là-dedans. Là. Tu sais, on parle de Toto Wolff, mais il y a des actionnaires, hein, il y a d'autres mondes Oui, autour de la oui. table. La marque Donc, Mercedes aussi, c'est tout un ambassadeur si tu es c'est capable ça. d'aller chercher le Donc, néerlandais. Là. n'importe Ouais. qui voudrait avoir Verstappen. Peu importe le prix que Verstappen va coûter, de toute façon, il ne fait pas partie, le salaire des pilotes ne fait pas partie du plafond budgétaire. Par conséquent, il n'y a personne qui va vouloir se fermer l'opportunité d'avoir un Verstappen, mais ça se peut que ça te coûte cher au bout du compte, parce que si tu fais trop attendre George Russell sous prétexte de ne pas vouloir te fermer une porte, ça se peut que tu le perdes. Là. On a vu des pilotes qui se sont perdus à cause qu'il y en a qui ont trop attendu. Alpine. Puis, donc, c'est ça. Donc, pour Russell, je trouve ça un peu plate pour lui parce que c'est un très bon pilote.
connaît un très bon début de saison. Fait pas l'unanimité chez tout le monde, mais à date, il a prouvé qu'il était à sa place puis qu'il a quand même l'étoffe d'un potentiel champion du monde. Donc, écoute, c'est une situation embêtante à la fois pour Russell, à la fois pour Toto Wolff, pour Mercedes. Ce qui serait vraiment intéressant de savoir. Ben, en même temps, comme on dit, Verstappen est sous contrat. Hein? Fait que, tu À sais, 2028. c'est ça. Donc, techniquement, ça devrait être. C'est un non-sens que ça ne soit pas déjà canné. Je vois pas quelle est l'option. Mettons, si on enlève Verstappen de l'équation, quelle serait la meilleure option pour Mercedes? Entre toi puis moi, je vois pas autre chose que George Russell en ce moment. Non, puis à moins qu'on. Tu sais, j'ai souvent le côté marketing, tu sais, dans ma tête, je l'apporte Oui, souvent. oui, oui. À Tu moins es un qu'on homme d'affaires, là. On comprend ça, là. à moins qu'on veut aller, on attend Silverstone, mais c'est loin Silverstone encore, tu sais, pour faire une annonce comme ça, arriver en Ouais. Angleterre. Puis je vois pas ce qu'on attend nécessairement. C'est sûr que peut-être qu'on veut avoir plus de réponses sur ce que Russell peut nous donner, mais jusqu'à maintenant, on a un duo. On a un très bon duo, là. Ouais, Antonelli, ouais, c'est très solide, là, comme duo de pilote, là. puis en plus, il y a une bonne entente entre les deux. Fait que, tu sais, Ouais. je me dis, est-ce qu'on veut vraiment déplacer ça? Oui, tu sais, tu te dis, George Russell, c'est un possible champion du monde. Il reste encore des cases à cocher pour être certain qu'il peut le devenir, mais la rapidité est là. La rapidité est là. Oui, il y a encore des choses à travailler, sauf que c'est quand même un pilote qui est excessivement compétitif. C'est aussi un pilote, je pense, il a une belle présence dans la voiture, dans le sens que il voit des choses côté stratégique, il donne Mhm. son retour. Tu sais, on en a parlé, là, justement, tu mentionnais dans les dernières semaines à quel point il y a certains pilotes, comme justement Sergio Perez, comme quoi son retour n'a pas toujours été nécessairement, il n'a pas été reconnu pour ça. Mais je suis pas prêt à dire, George, pour son âge, que c'est un défaut. Je pense qu'il le fait bien, il le rend bien à l'équipe. Puis même, on mentionnait dernièrement du côté de Mercedes que lors des séances de qualification, il avait trouvé une manière particulière de faire monter la température dans les pneus, d'aller chercher cette bonne fenêtre de performance-là dans les gommes Pirelli. Donc ça, oui, les ingénieurs peuvent proposer des choses. Oui, on peut voir des détails à l'usine, mais c'est quand même le pilote à l'intérieur de la voiture qui peut sentir ce qu'il fait et comment que il est capable d'aller chercher cette adhérence-là. Donc cette sensation-là qui donne à l'équipe, qu'après l'équipe a la présence d'esprit de l'essayer, de voir que ça fonctionne, mais aussi de le partager avec les médias, de dire c'est grâce à George qu'on a découvert ça. Ben, nous, ça nous donne l'information aussi qu'il apporte plus que des performances ou de la rapidité en piste. Il est aussi capable de s'implanter comme un possible leader et un gars qui va aider à faire développer la voiture. Lorsqu'on parle de développement et toutes ces choses-là, ben Aston Martin retient beaucoup l'attention. Bien sûr, c'est une autre saison difficile depuis l'arrivée de Fernando Alonso, ben, on a vécu un rêve du côté de l'équipe verte. On pensait qu'on y était, mais finalement, il restait beaucoup de choses à travailler. On a pris énormément de recul. On le sait que cette saison, on mise pas nécessairement en gros. Il y a Adrian Newey qui s'en vient, ben, qui est là déjà, qui travaille déjà sur la voiture de 2026. Donc tout ça, il y a Fernando Alonso qui mentionnait que la voiture meurt là, dans les portions plus lentes d'un circuit. C'est comme s'il n'y avait plus de performance du tout. Puis c'est un problème qu'on connaît et qu'on corrige toujours pas. Donc, ça persiste, ce problème-là d'Aston Martin. Et là, j'écoutais les commentaires de Andy Cowell. Andy Cowell qui a succédé à Mike Crack comme directeur d'écurie, mais il est aussi le PDG, le président directeur général du groupe Aston Martin F1. Et puis, j'ai ressenti dans ce qu'il disait comme quoi on est en retard du côté d'Aston Martin. On est en retard puisque Red Bull a bien fait son travail de reporter la date où ce que Adrian Newey pouvait se joindre à l'équipe. Il est arrivé au début mars et là, il travaille uniquement sur 2026. En ce moment, il essaie, ben, pour dire là, ce qu'Andy Cowell disait, il dit qu'on a des échéances à rencontrer. Il dit on faut qu'on donne les mesures pour notre moteur que Honda doit concevoir. Il dit faut qu'on donne nos mesures pour les boîtes de vitesse, un peu comme j'expliquais tantôt là, du côté d'Alpine, qu'on n'a pas encore ces informations-là. Du côté de Aston Martin, on est dans une autre partie puisque Honda conçoit un moteur juste pour eux. Donc à ce moment-là, c'est eux qui décident. Sauf que moi, j'écoutais tout ça, je me dis, OK, fait que Honda, c'est pas encore un. On a un moteur, on a un principe, mais c'est pas encore un peu comment le développer pour que le faire fitter, si tu permets Ouais. l'expression, dans la AMR 26.
Puis là, à ce moment-là, ben, la boîte de vitesse, les suspensions, tout ça. Fait que là, il y a plein de choses à travailler du côté d'Aston. Fait que Adrian Newey, je l'imagine qu'il se garoche un peu partout. Pas pour rien la rumeur, là. Je sais pas si t'as attrapé ça, François, comme quoi qu'il s'est déjà installé pour dormir à l'usine, là. Il y a déjà un loft ou quoi que ce soit sur place, là. Donc, à ce moment-là, tu sais, c'est ce que j'ai attrapé, là, à travers les commentaires d'Andy Cowell. Il l'a pas dit mot pour mot, mais comme quoi que on est vraiment, on est sur le temps limite, là. Faut qu'on travaille fort chez Aston Martin. Donc, est-ce que ça peut affecter les performances de la saison prochaine? Peut-être. Je te dirais que si on a à être en retard et j'ai des échéances à rencontrer, j'aimerais mieux avoir Adrian Newey de mon côté. S'il y a un gars qui peut le faire, c'est bien lui. Mais Honda avait le même message il y a déjà de ça quelques mois, dire qu'on était en retard puisqu'il fallait réembaucher du monde. C'est un peu, on a un peu couru à notre perte là, du côté du manufacturier japonais. Là. On n'arrête pas de décider de se retirer de la F1. Fait que là, c'est sûr qu'il faut qu'on ait engagé des gens. Moi, si j'étais quelqu'un qui travaille dans le domaine de la Formule 1, puis Honda m'approche, je dis, hey, on a besoin de toi. Ouais, je suis pas sûr que je vais laisser mon emploi dans une compagnie comme Mercedes ou même Red Bull ou quoi que ce soit pour m'en aller pour Honda, que tu sais jamais quand est-ce qu'ils veulent sortir. Puis il y a encore des menaces qu'on pourrait décider si jamais on laisse tomber le volet hybride dans la motorisation. Il y a encore des menaces qu'Honda pourrait vouloir sortir. Donc, pas évident de recruter du monde quand tu menaces constamment de fermer ou de t'en aller, là. Ouais, ben c'est certain qu'Honda, ils font un peu la girouette depuis belle lurette, là, pour pas faire Ouais. de petits poèmes. Ça s'en allait là. Évidemment, ouais, c'est qu'on peut comprendre qu'ils aient du retard. OK, bon, pensons-y, on le sait qu'eux en ont. Ça ne veut pas dire que les autres écuries n'en ont pas non plus. Et Exactement. comme tu l'as souligné un peu, si tu avais quelqu'un avec qui avoir. Si tu avais quelqu'un pour travailler sur une voiture qui a du retard, ben aussi bien que ce soit Adrian Newey. Là, maintenant, est-ce qu'il a son propre dortoir à l'usine Aston Martin? C'est pas un lit qu'il a besoin, lui, c'est une planche à dessin. Hein? Ben, fait que c'est certain qu'ils lui ont fourni. Donc, oui, retard, certes, mais en même temps, je pense qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour pouvoir arriver là à terre. En même temps, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il livre une voiture parfaite d'entrée de jeu. Il va y avoir beaucoup de données qui vont devoir être colligées là, au début de la saison prochaine pour voir l'évolution de cette voiture 2026. Donc, j'ai quand même confiance en Aston Martin. C'est plate pour cette année. Hein. Je veux dire, si Newey doit justement se concentrer sur la 2026, ben la 2025, on l'a évoqué souvent, c'est un projet à oublier. Je pense que c'est Marc-Antoine Garand là, sur la page du F1 Podcast un peu plus tôt cet après-midi qui a dit que ça va mal aller pour Aston Martin en fin de semaine. Ben, je lui ai répondu qu'il fallait faire déjà notre deuil tout de suite là, parce qu'Aston Martin, c'est ça. Il va falloir qu'ils rongent leurs freins cette saison-ci. Moi, j'ai confiance en cette collaboration Honda-Aston Martin. J'aimerais ça qu'Honda soit plus solide côté présence, là, qu'on ait un peu plus de certitude quant à leur durée de vie en F1. Puis on se rappellera aussi que Honda, si on collabore bien avec eux, je pense qu'ils sont capables de livrer quand même la marchandise. On se rappellera que quand McLaren avait le moteur Honda et qu'Alonso n'était pas très content, puis corrige-moi si je me trompe, et si tu ne le sais pas, peut-être que Kevin pourra revenir là-dessus éventuellement parce que lui doit s'en rappeler, c'est que je pense que McLaren avait une contrainte de châssis par rapport à Honda. Donc, il avait dit Honda, faites un moteur qui fit avec ce châssis-là. Tandis que je pense que quand Red Bull est arrivé avec Honda, ben, ils ont collaboré. T'sais, ils n'ont pas eu ces contraintes-là. Ils ont dit, OK, ben, on va travailler main dans la main avec vous pour que nous, on fasse fitter notre char autour de votre moteur pour avoir le meilleur groupe motopropulseur possible. Donc, si on travaille bien avec Honda, moi, je suis confiant là, que même si on a un petit peu de retard, on va être en mesure d'aller chercher de la performance là, avant longtemps. Pas certain si Kevin est familier avec cette situation-là, mais j'en ai parlé souvent. J'avais déjà même écrit des articles concernant ça. C'est un dossier que je connais bien sur le fait que Honda avait produit, quand on était chez McLaren, c'est un moteur size zero qu'on appelle. Dans le fond, c'est un plus petit moteur que n'importe qui. Puis le but de ça qu'on avait pensé chez McLaren, ben Honda avait pensé ça, c'est qu'on donnait plus de possibilités sur l'arrangement à l'intérieur de la voiture. Donc c'est très étroit là, sur l'arrière, sur les côtés de la voiture. Donc ça nous donnait une place pour faire une répartition de poids, une meilleure répartition de poids. Honda, c'est toujours le groupe motopropulseur qui est le plus petit, pas en frais de performance, bien sûr, mais en fait de dimension.
Et McLaren avait dit ça fonctionne pas, ce programme-là. On n'est pas capable de développer de la performance. C'est un paquet de troubles. Laissez ça tomber. La chicane était prise. Honda disait c'est votre concept, c'est votre châssis, c'est votre voiture qui fonctionne pas. McLaren disait non, c'est votre moteur qui fonctionne pas. Finalement, lorsque le partenariat entre Renault et Red Bull a pris fin et on a décidé d'aller du côté de Honda, Adrian Newey s'est assis avec les gens du manufacturier nippon, le japonais, et Mhm. on leur a dit votre histoire là, de moteur 16-0, le petit, là, moi, j'aimerais ça reprendre ça. Puis Honda a dit non, non, ça fonctionne pas vraiment. On a fait des tests, puis c'est pas super. Puis là, Newey disait non, on veut donner une chance. J'aime ça parce que l'idée de Newey, c'était justement d'organiser l'arrière de la voiture pour avoir une répartition de poids quasi parfaite. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on a décidé de faire. Même la boîte de transmission est plus petite que d'autres boîtes de transmission. Puis c'est une des raisons pourquoi que des fois on a des problèmes d'embrayage avec la chaleur puis toutes ces choses-là. Alors, on entend souvent Verstappen se plaindre à cet égard. Donc, c'est ce qui est arrivé. On a travaillé, puis on a même développé un moteur qui était plus petit que ce qu'on avait du côté de McLaren, et c'est comme ça qu'on a réussi à bien organiser l'arrière de la voiture sur la Red Bull. C'est pour ça que on a un bon ballon, et ça, c'est à compter c'est la voiture 2021, là, vraiment, qui avait ce principe-là qu'on avait mis de l'avant. Donc, c'est pour ça que AJ Newey a une très bonne entente avec Honda et ils travaillent ensemble. On avait même demandé à Honda de changer la pompe à l'eau. La pompe à l'eau n'était pas du bon sens. Adrian voulait quelque chose de ce côté-là, donc il a envoyé les dessins. Il avait déjà fait le dessin de ce qu'il voulait, renvoyé ça à Honda. Honda a fait OK, parfait, pas de problème. On a changé la pompe à l'eau de côté. Donc, tout ça, là, il y avait bien des décisions différentes sur ces groupes motopropulseurs-là, mais AJ Newey a adhéré à cette histoire-là. Et puis du côté de Red Bull, que ce soit pour du côté de Rob Marshall, même du côté de Pierre Vachier qui est toujours là, toute cette équipe d'ingénierie-là avait réussi à tirer le maximum de ce petit moteur-là et de le mettre de façon très efficace. Puis on l'a vu, là, les championnats se sont accumulés et ça a redoré les notes de noblesse à Honda. Honda était prête à se retirer de la F1, puis là, finalement, fait comme, finalement, on n'est pas si mauvais que ça, on n'est peut-être pas pire. Ah, Puis là, on voudrait en revenir, mais là, finalement, Red Bull avait déjà décidé de prendre un autre côté et d'aller du côté de Ford. Donc, c'est un peu l'histoire, là, si tu voulais savoir ce qui était arrivé avec ça au moment de l'entente du début du partenariat Honda-Red Bull. Donc, c'est sûr qu'on peut faire la même chose là, du côté. Il y a déjà, on se connaît déjà, on a déjà une bonne collaboration. Donc, ça reste à voir ce qu'on va être capable de bâtir là-dessus. Parlant de collaboration ou de nouvelles collaborations ou d'apprivoiser une voiture, des nouvelles choses, je voulais te parler de Lewis Hamilton. On a effleuré le sujet la semaine dernière, puis mhm. ça fait encore jaser. J'avais encore aussi j'écoutais les commentaires de Frédéric Vasseur, les commentaires de Lewis Hamilton, les commentaires de plusieurs experts qui se sont penchés sur la cause, est-ce qu'on peut dire le problème, peut-être pas encore, mais tu sais, Hamilton disait, je sens la pression, il y en a peut-être plus qu'on devrait, mais quand tu es dans la meilleure écurie de tous les temps, mais c'est normal qu'il y a de la pression. Euh, Moi, je trouve que il y a des choses qui ressemblent beaucoup à l'année dernière et aux dernières saisons dans le cas d'Hamilton. Il y a des gens qui me disaient ben c'est parce qu'il est désintéressé d'être chez Mercedes, il est pressé de partir. Moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça parce que lorsque tu es un septuple champion du monde ou tu es même juste un champion du monde une seule fois, tu n'accepterais pas de te faire laver par ton coéquipier comme la saison dernière dans les qualifications. Tu voudrais pas que ça arrive. Même si tu es désintéressé et tu as hâte de t'en aller ailleurs, je prends pour exemple un joueur de hockey qui va signer un nouveau contrat avec une nouvelle équipe, qui sait que c'est sa dernière année de contrat, mais il va quand même donner son maximum pour justement pas avoir l'air d'un fou. Puis nécessairement, c'est l'orgueil aussi qui embarque. Puis on le sait, les pilotes qui ont les caractéristiques de devenir champion ont de l'orgueil. Ça vient avec. Là. Ça fait Ben oui. partie, ça fait partie de l'emballage. Donc, Hamilton, qui est maintenant chez Ferrari, on enlève le résultat de la sprint, pas parce qu'on ne veut pas y donner son dû, mais on le sait, il y a eu une disqualification après. J'ai beaucoup de difficulté à croire que la voiture était trop basse pendant la course, mais elle ne l'était pas pendant la sprint. Puis les performances, la super qualification de Lewis, la course sprint où ce que Lewis a très bien performé, on n'a pas revu ça là, depuis ce moment-là. Donc, ça me laisse encore croire mon hypothèse que c'était vraiment juste la voiture qui était beaucoup trop basse et c'est ça qui a aidé les performances. Donc, Lewis, c'est sûr que gestion de pneus, gestion de course, c'est irréprochable dans son cas, c'est un de ses gros talents. Sauf que je trouve qu'il y a encore énormément de choses qui ressemblent au Lewis Hamilton de chez Mercedes qui était supposément juste désintéressé ou défavorisé par l'écurie. Là, on savait qu'il y a des gens qui aimaient cette hypothèse-là, dire c'est Mercedes qui ne l'aide pas, on met tout du côté de Russell. Mais là, au montant qu'on a payé du côté de Ferrari pour aller chercher ses services, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on favorise Leclerc. Là. Je pense que c'est même pas, on peut même pas parler de cette hypothèse-là. Donc, tout revient à Lewis Hamilton. Je le sais, il mentionnait
En gros, ce que je voulais te dire, François, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'excuses. Je Ouais, trouve que je voulais mettre la table au complet, ça a été long, là. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a énormément d'excuses. Là, c'est les freins. Au début, c'était le moteur, ben ouais. l'ingénieur. À un moment donné, c'était l'usine, la langue. Tu sais, il y avait plusieurs. Mais là, on est rendu aux freins. Ça, c'est la plus récente, là. C'est que les freins, c'était. Il est pas habitué avec des freins Brembo. Donc, là, cette semaine, c'est ce qu'on véhicule le plus. Tout le monde parle des freins. Si t'en penses, toi, je sais que tu me dis, Carlos Sainz, c'est dans la même situation. Finalement, ça semble débloqué pour lui. Tu me dis, on a peut-être sous-estimé le fait de changer d'une écurie à une autre, comment ça peut être compliqué pour un pilote. Qu'est-ce que tu penses de ça? Combien de temps on laisse à Lewis Hamilton encore pour apprivoiser les freins? Puis à un moment donné, ça va peut-être être d'autres choses, là. Ça va peut-être être rendu la transmission aussi qui est différente. Ben, en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être un peu naïf parce que je me laisse peut-être remplir un peu. Parce que, mettons, pour faire une chronologie, là, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté les épisodes précédents, on avait parlé, bon, est-ce qu'on doit être patient ou impatient avec les pilotes comme Sainz ou Hamilton? Moi, j'étais comme, ah, tu sais, c'est des pilotes chevronnés, nanana, ils sont supposés s'habituer à une voiture d'entrée de jeu, et voilà. Et là, ensuite, la semaine dernière, j'écoutais Hamilton parler en émission d'avant-course, disait, tu sais, vous savez que lorsqu'on change d'écurie, nouveau groupe motopropulseur, la répartition de la puissance. Carlos Sainz l'a dit aussi, mettons, la boîte de vitesse n'est pas pareille, donc la façon que les vitesses sont placées, la répartition du couple n'est pas toujours pareille. Donc, c'est vraiment plus compliqué qu'il n'y paraît de changer d'écurie, de voiture, aussi de la façon que ça fonctionne dans les paddocks. Donc là, j'étais revenu un peu sur ma parole en disant, ah, j'ai peut-être été un peu trop dur avec eux, c'est peut-être plus dur qu'on pense, on n'est pas assez patient et bon, je vais faire mon petit meilleur coup de pas. Puis là, encore une fois, excuse d'Hamilton, les freins. Là, à un moment donné, ça va être la sorte de pâte qu'ils vont manger le midi. Les repas sont Sauf que pas là, pareils. c'est ça, dans le fond, fait que là, je suis un peu mal pris parce que je me dis, est-ce que je dois croire ça? Est-ce que j'en prends, j'en laisse? Donc, écoute, je suis prêt à croire que c'est difficile s'adapter à une nouvelle voiture, mais comme on a discuté avant de commencer à enregistrer, c'est vrai qu'à quelque part, écoute, c'est des champions du monde, c'est les meilleurs pilotes au monde. Mhm. Ils devraient être en mesure de s'habituer facilement à un autre type de voiture parce que pense à un pilote comme Hülkenberg qui est allé gagner les 24 heures du Mans. Euh, Quand il embarque dans une voiture de l'MP1 à l'époque, là, c'est pas du tout la même chose, mais il est Non. capable d'aller tirer le maximum de cette auto-là. Donc, Ben, j'ai envie de te dire, François, Fernando Alonso, comment ça a été ses débuts chez Aston Martin, de Alpine à Aston Martin? c'est ben l'auto était bien né, puis Il il l'a l'a mis mis sur le sur le podium. podium. Donc, puis, je vais le dire en anglais parce que c'est même qu'il l'a dit. This is a lovely car to drive. Il Cette dépassait voiture tout est le un monde. charme. Ah, il a dépassé Hamilton dans le 10e à Bahreïn, le fameux virage qui est très difficile à négocier. 9-10, oui, c'est C'est ça. ça, c'était de toute beauté. Donc, puis Alonso est un de ces pilotes-là. Écoutez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand il a fait son essai au Indianapolis 500 il y a quelques années de ça, là, quand il avait skippé, on va dire, le Grand Prix de Monaco, Jenson Button l'avait remplacé. Il avait, il avait de la vitesse dans une voiture qu'il n'avait jamais conduit sur un circuit ovale qui fait jamais d'ovale. Donc, sérieusement, un vrai pilote, c'est vraiment là, je vais dire les tops des tops là, à la Verstappen. Puis tu sais, Hamilton, sur papier, c'est le meilleur de tous les temps, on va dire, sur le papier. Ben, ça reste que les meilleurs pilotes ont cette capacité d'adaptation-là et normalement ne devraient pas avoir des excuses comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec Hamilton. Moi, tu te rappelles, j'avais évoqué peut-être problème de santé, douleur au dos potentiel. Là, il n'a pas l'air d'avoir mal quand il sort du véhicule. Du moins, j'ai pas vu ça passer. Donc, très dur de cibler en fait ce qui se passe avec lui, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça reste un maître de la gestion de pneus. On le voit en course. Moi, c'est pas pour avoir raison que je dis ça, mais j'avais dit, ben, je pense qu'en qualification, il va y avoir énormément de difficultés, mais on va voir des flashs en course. Il va toujours Mhm, avoir à faire du rattrapage le dimanche, puis ça, il est capable de mhm. le faire. Tu sais, j'entends, tu sais, il a été nommé pilote du jour la dernière course. Il y a du monde qui dirait, ben là, il était bon parce qu'il a remonté. Mais encore là, moi, ça m'impressionne pas, ces choses-là. C'est la même chose quand, tu sais, change pas d'avis. Il y a des gens qui m'écrivaient après une course, ah, Sergio Perez, il y a quelques saisons, il a été bon, il a dépassé bien du monde, il a remonté. Oui, mais il a manqué son samedi, il est en rattrapage. Tu sais. Ah, ben c'est lui qui a complété le plus de dépassements dans la saison, mais justement parce qu'il se qualifie toujours trop loin. Fait que, tu sais, c'est correct de donner une tape dans le dos, de dire, hey, t'as eu un bon dimanche, mais les bons pilotes doivent être bons sur les 3 journées.
c'est pas Mhm. juste sur un dimanche. Lorsque tu donnes ces montants-là d'argent et que tu arrives avec un CV comme Lewis Hamilton, on s'attend pas que le dimanche, tu vas toujours avoir à remonter le peloton, puis tu sacrifies des points parce que lorsqu'on regarde la semaine dernière, Charles Leclerc a lutté pour un podium jusqu'au dernier instant. Ben, Lewis Ouais. Hamilton, s'il avait connu une bonne qualification, ben, Charles aurait eu quelqu'un pour compétitionner avec lui, pour se défendre, se battre contre les McLaren, se battre contre George Russell. C'est ça, ça a été privé de lui. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir. On va lui laisser du temps, comme tu dis. On ne connaît pas tous les secrets, sauf que, Mhm. tu sais, moi aussi, j'ai continué à réfléchir à ça cette semaine. Je me suis dit, ben, Fernando Alonso, puis ça ferait pas plaisir à Hamilton. On sait qu'il y a une certaine rivalité avec eux autres, Oh, mais oui. être un journaliste dans les puits, je poserais la question à Hamilton. Ce serait peut-être ma seule question que je lui demanderais. Là. Peut-être qu'on déchirerait mon accréditation après. Mais je lui demanderais, chez Fernando Alonso, son acclimatation chez Aston Martin, c'était plutôt bien passé. Qu'est-ce que tu penses qu'il y avait de différent dans son cas? Tu sais, c'était un nouveau moteur, il ne connaissait pas le moteur Mercedes, il ne connaissait pas la boîte de vitesse, il arrivait de chez Alpine, il y avait un moteur Renault. Comme, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'avait jamais piloté un moteur Mercedes dans sa vie. Y avait-tu des Euh, frères Brembo? Ouais, exactement. Tu sais, ben, comme je te dis, d'après moi, ça serait la dernière question que je demanderais à Lewis Hamilton. Là. Parce que je pense que j'aurais le droit à des gros yeux, puis on me dirait, OK, passe ton tour, toi, la prochaine fois. Il va juste Ouais, te répondre Cash is king. ouais, Sans caché ce aucune, qui- sans aucune raison. Mais hey, pour revenir aussi sur mettons, le favoritisme envers un pilote ou un autre, ça, j'y crois pas, là. Non, moi non plus. De toute façon, lorsqu'il y a, on va dire, et je fais des guillemets avec mes doigts là, quand je dis ça, favoritisme, c'est lorsqu'on va peut-être donner une nouvelle pièce à un pilote puis on Versus ne un l'a pas autre. donné la fin de semaine. C'est la seule forme de favoritisme, encore une fois, entre guillemets, que je pourrais voir, mais on le sait, ça. C'est pas quelque chose de caché. Mais dans un garage, écoute, c'est une pratique qui, clairement, je n'y crois pas du tout qu'on va favoriser un des deux pilotes dans le garage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est quoi? On va gonfler plus ses pneus, on va Mhm. mettre moins de Non, parce gaz. que Tu sais, tu ton équipe de mécanos. Ton c'est équipe ça, de mécanos veut gagner, elles autres aussi. Tu sais, tu peux pas. ouais, ben c'est à l'avantage de l'écurie d'avoir C'est la meilleure ça. performance point barre des deux voitures. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup plus que simplement vouloir faire mal paraître un pilote tu sais, Non. parce Puis, qu'il s'en va. Non, ça fait aucun sens dans ma puis tête. normalement, moi, je crois au favoritisme, mais favoritisme stratégique, dans le sens que Oui, bon, oui. en fin de saison, il y en a un qui se bat pour le championnat, puis l'autre est complètement largué, comme on avait vu avec Perez et Verstappen. Tu as un budget limité maintenant, tu apportes juste des améliorations sur la voiture de Verstappen en fin de saison pour les 5 derniers Grands Oui, Prix. mais Ça c'est pas c'est caché. logique. C'est C'est pas ça. caché non plus, tu sais, Non, non, c'est ça, ce exactement. que tu dis là fait énormément de sens, puis tu sais, c'est pas un coup de couteau dans le dos, là, tu sais, quand on parle de ça, là, de ce favoritisme, encore entre guillemets, c'est comme si c'était malsain un peu, mais lorsqu'il y a un favoritisme, il est bel et bien stratégique, puis il y a un but sportif derrière ça, et non Exactement. pas juste essayer de faire mal paraître quelqu'un par simple vengeance ou ressentiment parce qu'il quitte ou quoi que ce soit, ça ne fait vraiment aucun sens dans Non, puis ma tête. l'année dernière, là, j'ai porté une attention. Tu sais, je le fais toujours pour toutes les écuries, mais particulière à ce dossier-là. Puis les améliorations qu'on apportait étaient toujours pareilles, sauf que je l'ai dit je dois l'avoir dit 200 fois que, sauf à Monaco, mais l'aileron, il la voulait pas, Lewis Hamilton, cet aileron-là. Il a demandé de ne pas l'avoir puisqu'on avait simplement un exemplaire. Tu sais, à Monaco, ça arrive tellement vite, un petit accrochage sur un mur. Ish. Tu n'as plus Ouais. ton aileron, si ça arrive en qualif, ça change les spécifications de la voiture, puis tu es obligé de partir à l'arrière de la grille. À Monaco, ce que tu peux pas remonter. Donc, je comprends qu'un gars d'expérience comme Lewis avait dit, ah, je l'avais pas cet aileron-là, mais c'est la seule situation. Écoute, François, c'est ce qui complète notre bloc d'actualité que je croyais pas nécessairement chargé, mais c'était tellement intéressant qu'on on aimerait un peu plus de Bon, temps. on a du fun pareil, hein? Ben oui, c'est ça. L'important, c'est toujours d'avoir du plaisir et que nos auditeurs en ont aussi à nous Tout à écouter. fait. Mais maintenant, on se lance dans le vif du sujet. On débute le week-end de course et on se penche sur les essais libres qui avaient lieu vendredi du côté de Jeddah en Arabie Saoudite. Eh bien, comme je le disais, on se transporte du côté de Jeddah, le circuit illuminé par toutes ces lumières LED dans les rues, un circuit spectaculaire, un circuit qui se déroule à haute vitesse, un circuit qui ne pardonne pas non plus. On pourra demander à Yuki Tsunoda, on en viendra un peu plus tard, ben, il s'en est rendu compte. Les caractéristiques du circuit, eh bien, un tracé de 6,174 km, 27 virages, oui, oui, 27 virages, plus que n'importe où C'est sur le malade. calendrier. On peut atteindre des vitesses de 342,7 km à l'heure.
3 zones DRS et les pilotes dimanche auront 50 tours à terminer pour être capable de compléter cette épreuve. Record de piste en qualification, c'est une 27 472 par Max Verstappen établi en 2024. Les améliorations qui ont été apportées pour ce week-end, François, eh bien, McLaren, beaucoup d'améliorations là, chez les écuries, bien sûr, pour rencontrer les caractéristiques du circuit. On sait qu'il fait chaud. Donc, 35 degrés, des températures de piste qui vont frôler les 60 degrés. Donc, à ce moment-là, on a besoin d'aérer non seulement les pilotes, mais surtout toute cette mécanique-là. Du côté de McLaren, tous les écuries, on apporte pas mal des modifications pour rencontrer ça. Mais on a aussi apporté un petit extra là, du côté de l'équipe Orange Papaye. Donc, on a retravaillé des diffuseurs pour mieux extraire les performances à l'arrière de la voiture. Donc, peut-être ce que Lando Norris se plaignait un peu depuis le début, un peu d'instabilité dans certains virages à l'arrière de l'auto. C'est aussi quelque chose qu'on avait décelé là, lors de la pré-saison. Donc, on le voit là que tout suit son cours. Lors de la pré-saison, on a trouvé un problème. On est rendu en Arabie Saoudite quelques mois plus tard et là, les solutions à ces problèmes-là, du moins on pense, commencent à arriver. Du côté de Ferrari, ben, on a décidé d'adopter une approche un peu légèrement différente. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est réduire la traînée. Sur un circuit justement comme celui de Jeddah, c'est une bonne place pour décider d'éliminer ça. Et on a décidé d'introduire ben, un aileron arrière et un aileron avant à faible appui. Encore là, ça c'est vraiment ça veut pas dire qu'on va traîner ça ailleurs là, pour pas faire un mauvais jeu de mots avec traîner, mais en gros, c'est simplement encore là pour mieux performer lors d'un week-end comme ça. Du côté de Red Bull, bien, c'est majeur ce qu'on apporte. Est-ce que la chicane qu'on parlait justement entre Helmut Marko, l'agent de Max Verstappen, la pression qui est sur Red Bull, j'écoutais le docteur Marko disait c'est surtout à Imola qu'on va être capable de voir des différences. Je me suis dit, ah, on n'aura pas d'amélioration avant Imola. Non, on a des améliorations qui sont déjà arrivées pour le week-end. On dit qu'on va en avoir à Miami et que ça va se terminer en Italie du circuit du côté d'Imola. Donc là, j'ai mieux compris pourquoi que Dr. Marco parlait de là. Donc c'est là qu'on va vraiment avoir mis tous les morceaux ensemble et on va pouvoir voir si on a pris la bonne direction. Ce qu'on tente de faire, c'est régler le déséquilibre sur la RB21 qui était là aussi sur la RB20. Donc ce qu'on veut faire, c'est travailler la géométrie du plancher. C'est ce qu'on présente au cours du week-end, un nouveau plancher. Essayer de couper au centre de où ce qu'on on arrive pour on sait l'effet de sol maintenant. Il y a un gros pourcentage, quasiment 60, plus que 60% de la performance aérodynamique qui vient du plancher. Donc, on travaille là-dessus. Ce qu'on essaie de faire, là, c'est de travailler l'air vers l'arrière de la voiture. Donc, emmener un peu plus vers l'arrière pour être capable de donner un ballon. Donc, on doit trouver qu'il y a un débalancement entre le devant et l'arrière de la voiture. Et l'autre côté aussi, ce qu'on veut faire aussi, c'est retravailler le packaging, si tu permets l'expression. C'est un peu ce Ouais, qu'on ouais. parlait tantôt de la vision de Adrian Newey, qu'on veut travailler, retravailler un peu les éléments mécaniques à l'intérieur de l'auto, dans les pontons, tout ça, pour encore là balancer la voiture. Tu sais, on le voit dans les voitures de route, là, les voitures que tu conduis, que tout le monde conduit. Ben, à ce moment-là, des fois, tu sais, vous pouvez voir, comme BMW a l'habitude, des fois, de mettre une batterie dans la valise. Mais ça, c'est toutes des affaires de poids, des fois, où on va essayer de mettre, je sais pas moi, des éléments mécaniques vers l'arrière de l'auto, vers le centre de l'auto. Donc, pour avoir une répartition de poids meilleure, ben, c'est la même chose dans une F1. C'est ce qu'on a travaillé du côté de Red Bull. Donc, on le verra pas, là. Si vous regardez la voiture, vous verrez pas ce qu'on a changé à l'intérieur, mais c'est quelque chose qu'on a refait. Encore là, on a des réglementations serrées là-dessus, mais on est allé dans le cadre des règles pour essayer de faire ça. On a aussi un nouveau capot moteur, là, vous pouvez le voir. Est-ce que c'est simplement pour Jeddah? Ça reste à voir. C'est sûr on veut plus de trous d'aération pour aider toute cette belle mécanique-là là, à pas surchauffer. Je ne te l'ai pas demandé, j'ai donné toutes les caractéristiques. Après ça, j'ai passé toutes les améliorations. Mais le circuit de Jeddah, là, ça fait pas longtemps que c'est là en F1. Non. Moi, je l'aime bien. Je le trouvais hyper dangereux la première fois qu'ils sont allés là. Il l'est encore. On a un peu amélioré quelques virages, mais le fait d'être toujours avec des angles morts, de pas voir ce qui nous attend, c'est pas évident pour un pilote, hein, François? Non, vraiment pas. J'ai pas eu la chance de le piloter en simulateur. J'ai vu beaucoup de tours embarqués. Par contre, j'ai un ami qui fait beaucoup le simulateur de F1 et le circuit de Jeddah est un de ceux qui va peut-être en bon québécois, me botter le derrière à ce que je transfère mon banc de course de place et que j'aille l'essayer sur le jeu d'ordinateur là, sur lequel je fais les commentaires parce que ça a l'air vraiment d'un circuit avec qui présente énormément de défis. Puis là, quand je pense à Jeddah,
parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique avec Jeddah. J'ai quelques images en tête. J'ai l'image de Mick Schumacher qui déboîte Ah sa ouais. voiture de façon épouvantable. J'ai aussi l'image de Max Verstappen qui avait percuté le mur là, avec sa roue arrière droite là, au dernier virage d'un tour de qualif, Le puis qui même avait endroit dû. que Yuki Tsunoda aujourd'hui. Bon, c'est ça. Donc, Oui. c'est un circuit avec des virages aveugles à profusion. Tu as dit 27 virages. C'est énorme, 27 virages. Pardonnez-moi. Juste penser qu'un circuit comme Spielberg a à peine plus que le tiers de tout ça. Donc, c'est vraiment un circuit qui a l'air on va dire, un très gros défi pour les pilotes et c'est surtout, comme on dit, un circuit de pilotes. Par conséquent, ceux qui vont être les plus téméraires vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Beaucoup d'actions, belles opportunités de dépassement. C'est vraiment c'est un serpentin, hein. Je veux dire, c'est tout en vitesse là, comme circuit. Donc, avec, oui, quelques points de freinage appuyés, mais c'est un circuit qui est très spectaculaire, surtout avec qu'on court sous les réflecteurs. Donc, même si c'est récent et que, tu sais, moi, toi, Kevin, des fois, on est un peu plus puriste, entre guillemets, Oui. on aime les vieux circuits plus classiques. Celui de Jeddah, je trouve il s'ajoute bien à un calendrier de F1 un peu plus moderne et on pourrait le qualifier un peu de circuit atypique dans la façon qu'il est fait. Pas nécessairement qu'il va nécessiter des réglages différents, mais le style de pilotage dans ce circuit-là est un peu unique par rapport aux autres, là, de par la témérité qui doivent être pris là, pour les virages aveugles qu'on doit négocier. C'est difficile pour les voitures, c'est difficile pour les pilotes, la chaleur, tout Ouais, ça, on en parlait, les forces G. Je me rappelle d'Oliver Burman, c'était son premier Grand Prix, bien ben sûr, oui. l'année dernière, mais il a expliqué à quel point son coup lui faisait mal. J'ai hâte de voir les recrues, hein. On est quand même dans un 3 en 3. On n'a pas l'habitude de faire ça dans d'autres séries. Donc, j'ai hâte de voir, tu sais, on a un très bon début de saison de la part de tous les recrues, de la part de tous les recrues. Même Bortoletto. Je l'ai dit, il peut pas se faire justice, mais je trouve qu'il fait un bon travail quand même. Tu sais, je veux pas dire, il est pas Mhm. déclassé, là, c'est pas Logan Sargent. Il a pas l'air de pas être à sa place. Donc, on a tout un bon début de saison, mais la vraie, la vraie game commence, on peut le dire, là, les 3 en 3. Comment qu'on va se Ouais. remettre de ça? Voyager jusqu'aux États-Unis pour une semaine plus tard, Miami. Donc, la constance, le calendrier va commencer à peser sur ces jeunes-là. Je dis pas qu'ils seront pas capables de remplir les exigences parce que sont pas fous, là. Ils savaient ce qui les attendait. Ils ont 24 courses à faire. Sauf qu'une fois que tu as les deux pieds dedans, c'est différent aussi, là. Puis, justement, un week-end comme l'Arabie Saoudite, heureusement qu'ils ont une semaine pour se remettre avant Miami parce que ça risque d'être dur sur leur corps. Dur sur la concentration aussi. On peut pas commettre d'erreur, tu le dis, il faut être très précis. Travail chirurgical. Tu parlais de 2021, j'ai énormément de difficultés lorsqu'on mentionne Jeddah à ne pas avoir le tour de Max Verstappen qui se battait pour le championnat contre Lewis Hamilton. On était à la fin de la saison parce qu'à ce moment-là, l'Arabie Saoudite, c'était plus loin dans le calendrier. On arrivait dans les derniers Grands Prix, les derniers retranchements là, avec des points très importants à accumuler. Puis c'était un tour d'anthologie qu'il est en train de faire jusqu'au dernier virage où il est arrivé avec trop de vitesse. Je le mentionne souvent d'ailleurs. Fernando Alonso le regardant en direct et était tellement impressionné de voir à quelle vitesse il allait. Aujourd'hui, Yuki Tsunoda a fait la même chose, sauf que lui, il a frappé l'intérieur du mur et à ce moment-là, c'est venu le déporter et là, ça a mis Mhm. fin à la séance d'essai libre, la deuxième séance d'essai libre. La première, je le dis souvent, je le redis encore, la première est jamais représentative et sur un circuit comme l'Arabie Saoudite, c'est encore plus vrai puisqu'il fait jour, on attend que le soleil se couche, on espère que l'humidité tombe un peu, même si ça fait pas vraiment ça. Mais le fait qu'on n'a plus les rayons de soleil sur la piste, bien à ce moment-là, que les lumières n'ont pas la même réaction, hein, ne procure pas autant de chaleur au thermac. Donc à ce moment-là, c'est là que ça peut varier. Donc la deuxième séance est vraiment importante. La première, c'est Pierre Gasly qui avait été le plus rapide. Quand même impressionnant, des bonnes nouvelles pour Alpine, mais on s'attendait pas de les voir là dans l'après-midi, mais on s'attend pas nécessairement de les voir à la première position dimanche là, ou samedi dans la qualification, mais quand même, c'est des bonnes nouvelles pour Alpine que même dans une séance, on est capable de bien répondre à ça. Pour la deuxième séance, on peut dire qu'on est retourné à un semblant de normalité avec deux voitures orange papaye à l'avant, c'est-à-dire Lando Norris premier devant son coéquipier Oscar Piastri. Je voulais mentionner aussi les améliorations apportées par McLaren. C'est seulement Piastri qui les a.
Là, les gens vont faire comme ah, on priorise déjà Piastri. Eh bien, non. On a décidé aujourd'hui de faire le test, de garder les anciennes spécifications sur la voiture de Lando Norris et de seulement offrir les améliorations à Piastri. Et on va décider au cours de la journée de demain ce qu'on va faire. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on va aller de l'avant avec ça ou on conserve ce qu'on avait déjà? Ça, c'est le luxe un peu qu'on a lorsqu'on a une voiture qui répond bien, lorsqu'on a une voiture qui nous emmène premier au championnat des constructeurs, qu'on a nos pilotes qui sont devant aussi au championnat des pilotes, bien là, à ce moment-là, on veut faire des changements, mais on veut pas nécessairement tout changer dans la voiture. Donc, c'est pour ça que là, on veut voir est-ce que c'est vraiment bon ce qu'on a apporté. On veut pas sacrifier de la performance qu'on avait, puisque ça va déjà bien de leur côté. Donc, il n'y a pas de favoritisme qui est établi du côté de Piastri ou Norris. C'est un changement par le passé, pas plus longtemps que l'année dernière à Miami. On avait favorisé simplement Lando Norris avec les améliorations. Donc, on veut plus faire ça. Donc, je voulais quand même vous le mentionner parce que je trouve que c'est quand même un changement de philosophie cette année. On voit que on comprend qu'on a deux pilotes à respecter, qu'on a deux prétendants au titre, donc on fait plus Mhm. ça, là. Donc Piastri a déjà gagné son pari d'être traité au même niveau que Lando. Même si on disait qu'on le faisait la saison dernière, c'est pas tout à fait vrai, puisque, comme je le mentionnais, à certains moments de l'année, on faisait pas ça comme ça. Donc Norris, Piastri, Verstappen troisième. Donc est-ce que les améliorations fonctionnent? Il y a aussi le facteur Ouais. Max, puisque c'est tellement de place qu'il faut être téméraire que c'est sûr que Verstappen est capable de soutirer le meilleur de sa voiture et nous montrer l'ampleur de son talent sur un circuit comme ça, là. Très certainement. Puis, ça m'étonnerait pas qu'il y ait même la place en pôle à un moment dans la fin de semaine. Puis, qu'on parle de témérité, là, quand j'ai regardé un peu la deuxième séance d'essai, je ne sais pas si c'était Doohan ou Gasly parce que je l'ai vu du coin de l'œil, mais j'ai vu une Alpine aller frotter justement le mur, là. Ben, je dis frotter. J'aurais pas mis ma main entre le pneu et le mur, mais je pense Non. pas qu'il ait touché au dernier virage. Je trouve ça spectaculaire, vraiment. Parce qu'il faut vraiment aller chercher le maximum dans un circuit comme celui-là. Donc, c'était très bien. Donc, chapeau à Alpine, là, que leurs pilotes, on va dire, sont dans le bon état d'esprit. Puis, chapeau à Verstappen qui, encore une fois, nous démontre l'étendue de son talent. Puis, tu sais, quand il est en premier, Verstappen, hein, on est comme, ah, il gagne tout le temps, tu sais, je veux dire, c'est plate, Verstappen. Mais là, maintenant qu'il y a de la contre-performance due à la voiture un peu, ben on a comme un peu plus d'empathie envers lui, puis on veut le voir revenir, au moins donner du fil à retordre à Piastri puis Norris, là, puis s'inviter à la bagarre. Ouais, je trouve, puis encore là, c'est toujours intéressant de voir à quel point il fait la différence. Ouais, ouais. Lorsque la voiture est performante et gagne, ben, c'est plus difficile à voir la différence que le pilote peut vraiment faire. Mais là, on est capable de le voir d'un week-end à l'autre entre le Japon ou même le week-end dernier. On sacrifie 10 secondes stationnaires dans les pluies, mais il réussit quand même à placer sa voiture dans les points. Fait que tu te demandes là, s'il n'y avait pas eu ces écarts-là, Mm. c'est sûr qu'il n'aurait pas remporté la course, mais quand même, il réussit quand même à bien répondre à ça. La Red Bull aussi, le fait qu'on n'a pas de virage là, mis à part le premier virage là, Mhm. qui est vraiment contradictoire à tout ce qu'on voit, là, parce que c'est très lent, le premier virage, les voitures semblent passer une éternité là. Ça cause des Ouais. problèmes aussi parce que les réglages sur la voiture sont tellement faits pour aller vite puis tourner vite. Puis c'est des, tu sais, on dit, il y a 27 virages, mais il y en a 27, François, parce que les virages sont pas longs, hein. C'est pas Non, c'est c'est ça, un après c'est l'autre, tout là. petit. Tu sais, même, tu sais, des fois, on en parlait, tu sais, il y a des virages qui n'en sont pas vraiment Ben un, tu sais, non. ça fait juste, mettons, si tu prends l'enchaînement, 18, 19, 20, 21, c'est une zone de DRS, mais ça zigzague légèrement. On va dire à Jack Doohan de faire attention là avec son DRS, là, mais n'empêche, c'est un peu comme le virage 2 à Spielberg. Tu sais, moi, je ne l'ai jamais compté comme un virage, là. C'est à peine une petite déviation du circuit, mais il s'est considéré comme un virage. Donc, oui, 27 virages, mais il y en a là-dedans que c'est. Écoute, là, le 10, 11, 12, là, il n'y a pas grand virage là, là. Ouais, Mais clignez pas des yeux parce que vous allez manquer, là. non, c'est ça. Donc, voilà, là. Je pense qu'ils ont triché un peu, là, Jeddah, juste pour être le circuit avec le plus de virages sur le calendrier. Ouais, disons que c'est ça. On a étiré la définition d'un virage, mais quand même, ça n'empêche pas que la voiture a des enchaînements très, très brusques et on doit répondre, la voiture doit répondre là, très vite, Ouais. les pilotes aussi, bien sûr, là, parce que sinon, la voiture répond pas tout seul. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, on a beaucoup de réactions à avoir. C'était un problème du côté de McLaren, donc je suis pas surpris qu'on a apporté, même si problème qu'on avait identifié en pré-saison, on disait que lorsqu'on demande des changements de direction rapides, ça répondait pas si bien que ça de l'arrière, donc je suis pas surpris qu'on a préparé quelque chose là,
là, pour des améliorations pour remédier à ce problème-là. Charles Leclerc, quatrième. Ferrari, elle n'a pas sous-estimé le plancher. On dit que ça répond mieux. Là, l'amélioration qu'on avait apportée à Bahreïn répond beaucoup mieux aux critères d'Arabie Saoudite. Pour l'instant, ça semblait bien de leur côté. Charles aussi rentre dans les caractéristiques de pilote téméraire, pilote Ouais. rapide, pilote capable d'aller très vite dans un week-end, saisir la limite. Même des fois, il se fait mordre les doigts à cause de ça, là. Mais quand même, on le voit, Charles Leclerc frôler les murs, n'a pas peur de ça. Donc, c'est le genre de circuit où ce qu'il peut très bien répondre, le Monégasque. Tout à fait. Puis, faut pas l'oublier en qualif que Charles Leclerc est un des pilotes les plus rapides sur un tour. Donc, tu sais, moi, les essais, je je suis moins un fan de ces séances-là pour la simple et bonne raison que le portrait, tu sais, le portrait me dit pas dur comme fer ce qui va arriver dans la fin de semaine. On a Non. quand même une bonne idée des forces en présence, mais des fois, on voit des gars de fond de peloton qui placent l'auto en tête. Donc, moi, je suis confiant pour Leclerc. J'aimerais vraiment ça, là, justement, qui s'invite un peu à la fiesta là, qui se dessine là, au championnat entre, on va dire, Mercedes, McLaren, Red Bull et Ferrari. Tu sais que j'aime ça faire des comparaisons avec les sports, puis pour nous au Ouais, Québec, je sais que nos amis français, pour eux, ça serait parler du foot, et je ne le dirais pas foot. soccer par respect pour eux, mais Ouais. nous autres, on fait beaucoup de le hockey, c'est ce qui nous vient en premier en tête. Mais c'est pas parce que tu fais des tours du chapeau pendant les pratiques que tu vas Ouais, gagner le championnat des marqueurs. On s'entend, là? tout à Fait que fait. c'est ça que faut pas tirer des conclusions faciles des pratiques, mais il y a des analyses à regarder. Donc, comme on dit, le fait que déjà un pilote comme Verstappen Leclerc frôle déjà les murs. Déjà qu'un jeune comme Antonelli, il l'a pas juste frotté, là, il l'a cogné pas à peu près. Il a montré Hmm. que la Mercedes est faite solide, mais quand même qu'on voit que ces pilotes-là sont déjà à la limite. Ça promet pour demain. Là. Demain, là, puis je le dis, là, je l'ai dit dans ma chronique à la radio CNV à tous les Mhm. jeudis matin à 7h30. On fait une chronique F1 pour l'intégration au sport, mais aussi on met la table pour le week-end de course. Je mentionnais à quel point que pour les gens qui ont jamais regardé une course ou des gens qui ont des fois pas le temps, à quel point Jeddah, la vitesse, on la ressent à la télévision, là. C'est pas toujours le cas sur certains circuits, dépendamment de l'emplacement des caméras. Là, on est très près des murs et on le voit. Donc, samedi, là, si vous n'avez pas un peu d'adrénaline ou un battement cardiaque qui augmente un peu là, en regardant les pilotes défiler à toute allure à travers les virages, on le sait à quel point, là, tu l'as nommé Mick Schumacher tantôt, là, lui, Et là, où? ça semblait tenir juste à temps que ça tenait plus, puis après ça, là, tu deviens Hmm. un passager dans cette auto-là qui frappe dans à peu près tous les murs sur ton chemin. Donc, tu veux pas que ça arrive. Et à la fin, tu sais, on l'a vu avec Tsunoda, a voulu tourner, ça semblait mordre, mais ça a mordu plus qu'il pensait, donc cogne le mur à l'intérieur, a plus sa roue, donc à ce moment-là, ça va frapper dans l'autre mur. Ça arrive tellement rapidement que les pilotes, c'est justement, c'est faut vraiment faire un compromis entre le risque et la rapidité. Et c'est ça qui va être beau à voir tout au long de la journée. Et même dimanche, avec les chaleurs, la concentration, quand ça fait quelques heures que tu es dans la voiture, puis à ce moment-là, d'encore comprendre, évaluer tes distances, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment le fun de voir les pilotes évoluer sur ce type de circuit-là. C'est là qu'on voit à quel point ils sont les meilleurs au monde, ou Ben, la parmi piste, les en meilleurs. même temps, la piste va évoluer aussi au courant de la fin de semaine, hein. Elle va Oui, se mais oui. gommer, là. Je crois pas qu'il annonce de la pluie là-bas, là. Non. Et non plus, je sais pas non plus les séries de soutien à la F1 qu'il y a, là. Peut-être la F1 Academy, Ah oui, ils probablement sont la là. F2. Ils sont Donc, là, si ouais. tout le monde est là, la piste va se gommer, va évoluer, puis on va voir encore les temps s'améliorer. Exactement. Puis montrer elle est. J'aime beaucoup écouter James Valls. Hein, pour les gens Ouais. il y a des personnes qui sont, tu sais, sont toutes intéressantes, les personnes à écouter, mais James Valls, c'est un gars très posé, c'est un ingénieur dans sa façon de penser. C'est un gars qui a énormément d'expérience en F1, roule sa bosse depuis un certain moment, a évolué avec des écuries de fond de peloton, a passé du temps dans une écurie championne comme Mercedes, a été chez Brown GP aussi, une écurie qui a défié dans le fond, la norme en disant que c'était eux contre le monde. On pensait jamais à ça qu'une écurie comme Brown aurait pu gagner. Donc, il a beaucoup d'expérience dans différents champs d'expertise. Et je l'écoutais mentionner, disons que
c'est une bonne idée d'essayer les voitures avec des moteurs au maximum, puisque tu peux avoir des surprises, comme Alpine l'ont fait. Oliver Oaks mentionnait la même chose, de dire on a mis nos moteurs, tu sais, vous savez, on peut jouer avec la capacité des moteurs, la performance pour les protéger ou en donner plus. Il dit parce que tu pourrais avoir des surprises samedi. Si tu n'as pas vraiment testé ta voiture au maximum, puis là, tu arrives pour la qualification, puis là, tu peux te rendre compte qu'il y a des bosses à certains endroits sur le circuit que tu ne ressentais pas parce que tu n'allais pas assez vite. Mais là, tu es à une autre vitesse et ça change rapidement. Là, on parle de des vitesses incroyables. Et à ce moment-là, là, tout d'un coup, tu as des problèmes que tu n'avais pas lors des essais libres. Donc, ça montre, là, comme tu dis, le circuit va prendre de la vitesse aussi, on va donner plus d'adhérence. Donc, tout ça, là, d'être capable de composer ça et d'aller soutirer le meilleur tour, là, j'ai vraiment hâte à cette séance de qualification-là. Ça n'est une, là, au début de la saison, je sais que je dis toujours ça, j'ai toujours hâte aux qualifications, c'est ma passion, excusez. Mais il y a des circuits où ce que j'entends au début de la saison, je dirais, ah, moi, Arabie Saoudite, ça n'est un que tu sais, les qualifs, ça, c'est quelque chose. Monaco aussi, c'est à peu près juste le samedi que le Mhm. spectacle se donne. Mais Arabie Saoudite fait partie d'un endroit où c'est toujours spectaculaire de regarder ces tours de qualification-là. C'est quasiment un jeu de check-in, là, le terme, là, pour dire c'est qui est Ouais. capable d'aller le plus proche des murs, qui tient le moins à sa voiture ou à sa santé, va partir premier. Qui veut se mettre les mécanos à dos Oui, aussi en fin de semaine? exactement. Qui a envie de donner une nuit blanche aux mécanos? Mm. En tout cas. Fait que Leclerc, je le disais, quatrième, Sainz, cinquième. Mais Sainz, c'est pas dans une Ferrari, hein. C'est plus lui, le Non, coéquipier. c'est ça. À chaque fois que je vois son nom, je suis comme, ah oui, c'est Ferrari 5. Ah Ah, non, t'es pas le seul, hein? Puis on le voit Non, faut souvent proche de s'habituer. Ouais, Leclerc, c'est ça. Moi aussi, ça me ouais. fait ça. Ben, dis toujours, je dis, ah non, c'est vrai, on l'a tellement vu, ce duo-là. Donc, Sainz est en arrière de Leclerc, commence vraiment à débloquer, prendre confiance dans sa Williams. C'est justement ce que James Vaz expliquait. Yuki Tsunoda, ça allait bien jusqu'à la fin. À la fin, c'est peut-être le tour de trop, a commis l'erreur, a donné du travail à ses mécanos. Euh, Ce qui est dommage, c'est que n'importe quel autre pilote qui aurait, ben, mettons, dans des situations différentes, qui aurait eu cet accident-là à la fin, dirait, bah, on s'essuie, puis on recommence, tu sais, on répare, puis on recommence plutôt. Mais du côté de Tsunoda, c'est la confiance. J'espère qu'il n'a pas pris un coup. C'est pas la première fois qu'il s'accroche Tsunoda. C'est un gars que je l'appelle le cascadeur, pas pour rien, parce que il en prend des risques. Donc, c'est un circuit qui est quand même fait pour lui. Sauf que j'ai hâte de voir demain, là, dans le dernier secteur, ça va pas l'affecter un peu, cet accrochage-là qu'il y a eu. J'espère que non. Normalement, les pilotes ont cette Ouais. capacité-là à avoir des mémoires courtes. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu que c'est Ben quelque non, chose? je croirais pas parce que l'accrochage qu'il y a eu, s'il a frappé le mur à l'intérieur, c'est pas le même genre de problématique que si, exemple, tu perds la voiture parce que tu es allé trop vite dans un virage. Hmm. C'est pas quelque chose qui va miner ta confiance. C'est juste j'ai juste mal calculé un peu mon coup de volant. Ça m'est déjà arrivé, moi, de prendre des virages trop, on va dire trop serrés, puis là, whoop, tu rebondis sur le mur à gauche. Ah, tu sais, c'est pas comme vraiment que tu arrives dans le fond puis que t'es allé au-delà de la limite. Là, c'est Mhm. vraiment juste une petite erreur de calcul. Donc, moi, je trouve que c'est encourageant. Je m'en fais pas pour Tsunoda. Je trouve ça encourageant qu'il y ait des bons temps. Moi, les accidents ou les petits accrochages, c'est pas ça qui me fait peur chez Tsunoda. C'est s'il n'y avait pas de performance en bout de ligne. Puis la performance semble aller en crescendo, là. On en a parlé l'autre fois. Je te disais, bon, top 8, peut-être top 6. Tu sais, puis je mets des chiffres pairs. Là. Souvent, on est là top 10, top 5. Moi, de voir Tsunoda grimper de 2 places à chaque week-end, là, puis de pouvoir aller se placer peut-être dans le top 6, là, je trouve que c'est bien. Ça va bâtir sa confiance, puis ça va donner raison, là, enfin, au monde de Red Bull qui joue à la chaise musicale. Ouais, en fait, une bonne décision pour eux. Puis, et il disait, Tsunoda, que, tu sais, au début, il avait mentionné, je vais aller avec mes propres réglages, je vais faire mes propres Ah! choses. Là, Ouais, il semble avoir laissé ça tomber, là. Ça a pris une course réaliser ça, là, s'il s'est planté complètement au la voix de la Japon. raison. Là, il a dit, la fenêtre de performance est tellement petite sur la Red Mhm. Bull que je n'ai pas de jeu. Il dit, sur l'autre voiture, là, la V-Carb, là, chez Racing Ouais. Bulls, il dit, je pouvais faire à peu près n'importe quoi puis arriver dans des résultats similaires à mon coéquipier. Il dit, là, on peut plus faire ça. L'autre chose qui m'a un peu surpris, ça m'a fait sauter. Il a dit, moi, on m'a jamais parlé de ça, de préparer des fenêtres de performance pour les pneus, mais là, je suis obligé d'apprendre à faire ça. Je fais, oh boy. Je dis là, j'espère que quelqu'un a pris des notes chez Red Bull et est allé parler chez, tu sais, Dr. Helmut Marko, parler chez Racing Bulls, de dire, écoute, peut-être que ce serait une bonne idée qu'on commence à développer ça dans notre écurie première, de dire que oui, il y a des fenêtres de performance sur les pneus, mais c'est que la voiture était est pas autant capricieuse chez Racing Bull, donc on n'avait pas besoin de vraiment trouver où le point là est à trouver pour vraiment être capable d'avoir la meilleure performance possible. Donc il disait qu'il continue d'apprendre toutes ces choses-là. Mais ce que j'aime, c'est que
il réalise déjà des choses, puis c'est simplement, c'est quoi, c'est sa troisième course chez Red Bull qui va Ouais. débuter, qui va entamer. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun que plutôt qu'un gars on est rendu à 10 Grands Prix, puis qui vienne de comprendre que là, faut t'arrêter de jouer avec les réglages, parce que fie-toi un peu sur ce que Verstappen fait, parce que lui, il met en avant la voiture. Oui, c'est peut-être pas ton style, mais quand même, faut un pilote doit savoir s'adapter. Il faut que tu essaies quelque chose, sinon tu vas être à l'arrière et tu vas perdre ton volant. Ouais, ben c'est George, la. Oh, oui, je non, disais vas-y. juste c'est la voie de la raison et l'expérience qui rentre. Exactement. George Russell, septième. Mercedes, je pense qu'on va être bon là, au cours du week-end. Ça n'a pas vraiment paru dans les essais. Est-ce que on est en train d'apprendre quelque chose, que des circuits à haute vitesse vont être une faiblesse de cette voiture-là? Je ne le sais pas, il est encore trop tôt pour le dire. Mais on a quand même la deuxième voiture du peloton depuis le début de la saison. Donc, j'espère les voir remonter au cours de la fin de semaine. Sauf que c'est pas nécessairement le même début qu'on a vu ailleurs dans la saison. Donc, peut-être que c'est peut-être la première vraiment adversité qu'on va rencontrer. Pour l'instant, si j'avais à faire l'ordre des forces, là, bien sûr, McLaren premier, Ferrari, Red Bull possiblement égal et Mercedes semblait quatrième. Ensuite, cinquième, ben, Pierre Gasly, lui a eu la huitième position, mais avait quand même été premier dans la première séance. On sait qu'elle est moins représentative. Oui, on avait mis le moteur au maximum, mais c'est quand même comme ça qu'on va être lors de la qualification samedi. Donc, tu sais, des fois, j'entends les gens dire, ah, ben, ils ont mis le moteur au maximum. Oui, les autres l'ont pas, donc ça crée une disparité dans les positions, sauf quand même, ça devrait pas l'exclure du top 10, là. On pourrait attendre, on est en droit d'attendre Pierre Gasly dans la Q3 samedi avec ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant. Un autre qui fait bien, ça fait drôle de voir une voiture vert fluo, une Stack Sauber dans le top 10, mais Hülkenberg semble trouver des solutions des fois à cette auto-là. On sait à quel point il est bon, à quel point il est rapide, donc Hülkenberg, neuvième. Albon, dixième, a frotté le mur, lui aussi, frotté pour ne pas dire cogné le mur. Antonelli, la même chose, lui, il a pas de doute, il l'a frappé, il l'a avoué, il l'a même dit, il l'a rentré au puits tout de suite. Ben, la voiture, j'ai été surpris à quel point qu'elle était solide, sa Mercedes, parce que j'aurais pensé là, que la voiture qu'il a été capable de retourner au puits après ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit là, que la voiture est très bien conçue. Du côté de Isaac Hadjar, douzième, Lewis Hamilton, ça va pas mieux. On en a parlé. Je veux pas réouvrir le sujet. Je pense qu'on en a parlé en long et en large. C'est simplement les séances d'essai libre, sauf treizième pour Hamilton. La confiance semblait pas là. J'imagine que c'est les freins Brembo qui devaient faire défaut. Tout à fait. Ensuite, Liam Lawson, quatorzième. Fernando Alonso, 15e. Marc-Antoine Garrett, tu l'as dit, auditeur fidèle du F1 Podcast, un des auditeurs originaux, hein, un des premiers qui est Ah là depuis oui, le début. Ouais, 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 très gentil, on dit Marc-Antoine. un OG. Un OG, exactement, Ouais, Marc-Antoine Garrett, super gentil, très bon gars, connaît la F1. C'est un très, très, un bon passionné. Tout ça, c'est toujours le fun d'échanger avec lui. Ben, il mentionnait justement que c'est vraiment oublié pour Aston Martin le week-end. Ben, oui, c'est mal commencé lorsqu'on voit Alonso 15e, Berman 16e, 17e pour Doohan, 18e pour Stroll, 19e pour Ocon. Et puis, du côté de Bortoleto, ben, il n'a pas pu aller en piste. On avait une fuite de gaz sur sa mhm. voiture, puis le temps qu'on répare tout ça, qu'on change le châssis, on est obligé de changer plein de choses. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, ce problème-là, mais on n'a pas réussi à renvoyer la voiture. Ça, c'est dommage, parce que pour un jeune comme Bortoleto qui a pas eu beaucoup de temps pour comprendre le circuit, si on a une petite prédiction à faire, là, d'habitude, on prédit le premier, mais je peux vous prédire le dernier demain. Je serais bien surpris que ce soit pas Bortoleto qui soit 20e parce que, à moins que vraiment il y a une confiance qui va se bâtir très rapidement dans la troisième séance, là, ça risque de pas être évident. Euh, Ocon 17e, tu sais, Az, on nous habitue, hein, en des hauts et des bas. Ouais. Ce que je trouve impressionnant cette année, c'est qu'on a complètement inversé le problème. Avant, on était bon en qualification, puis on n'était pas bon en course. Puis là, maintenant, en qualification, c'est difficile, mais en course, on est là, là. Vraiment, Mhm. la voiture prend vie sur plusieurs tours. Je pense que c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Ouais. Mais si tu me donnes le choix, toi, t'aimes-tu mieux. Ah, je sais déjà ta réponse parce que Ouais, tu sais déjà, tu me ah, connais. je sais déjà ta réponse. Mm. Toi, ça veut pas dire que ça va pas bien en qualif, que ça ira pas bien dans la course du dimanche, là. Exactement. La course est longue, puis tu sais, il faut pas oublier une chose, c'est que le peloton est regroupé au début, hein. Fait que si tu as une bonne Ouais. voiture puis tu es capable de prendre quelques positions d'entrée de jeu, ben avoir une bonne voiture en course, c'est très motivant parce qu'en même temps, tu sais que tu peux travailler là-dessus, tu peux bâtir là-dessus. Et ne serait-ce qu'en même temps, si tu fais, mettons, un peu de travail puis que tu as réussi à dépasser plusieurs véhicules et que, whoop, un impondérable arrive, voiture de sécurité, ben tu as une deuxième chance d'aller maximiser cette performance-là de ta voiture et d'aller rechercher d'autres positions en piste. On compte pas toujours là-dessus, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Puis on l'a vu, hein, dernière course, ils partaient dans le fond, puis ils ont mis leur voiture dans les points, là. Donc, chapeau à As. Puis oui, une voiture en course performante, moi, c'est ce que je préfère. Puis en plus, le dimanche, ce qui est important, c'est aussi les stratégies. Puis on a des Ben bonnes ouais. stratégies du côté de Az.
Fait que ça aide. Euh, la chose à surveiller, tu l'as dit, voiture de sécurité, on risque d'en avoir dimanche. Ça arrive, c'est quasiment, c'est inévitable, là. Aussitôt qu'il y a un contact, c'est voiture de sécurité. Puis, surveiller les pénalités. J'ai l'impression que je vais avoir du travail à faire après les séances de Oula. qualification de demain. On risque d'avoir des pénalités. Le circuit, ça va tellement vite. Écoute, François, j'écoutais les ingénieurs mentionner que normalement, lorsqu'on veut expliquer à un pilote que quelqu'un s'en vient à l'arrière, on lui donne Mhm. un décompte. Puis on OK. essaie d'y aller aux alentours de 6 secondes. Donc, à partir de 6 secondes, là, mettons, je vois une voiture qui s'en vient rapidement, mais je te donne 6 secondes de délai, puis je te fais un décompte. Je dis 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu comprends le principe? Ah Puis là, ouais, tu tout à sais fait. qu'il s'en vient. Donc, toi, tu essaies de te trouver une place pour te tasser. En Arabie Saoudite, on donne 15 secondes de délai. C'est ce qu'on veut donner au pilote parce que si on n'est pas assez rapide à le donner, le temps qu'on commence à communiquer, 6 secondes, c'est pas assez, les pilotes arrivent trop vite. Donc, Ben, c'est c'est pour montrer, compréhensible. ouais, c'est pour montrer l'ajustement qu'il faut faire. Mais même malgré ça, je serais bien surpris qu'on n'ait pas au moins une, deux, peut-être même trois pénalités après les qualifications pour avoir bloqué. Ben, si on regarde, mettons, de la façon que le circuit est fait, tu sais, au nombre de virages qu'il y a, justement, ce nombre de virages-là Angle crée un peu mort, cette situation-là. Ben, oui. pas non seulement qu'on voit pas le monde, mais c'est parce que la ligne de course est tout le temps en train de bouger. Fait que toi, si tu veux on va dire, sortir de la ligne de course et ne pas gêner personne, l'endroit où tu vas te placer entre, mettons, un virage et l'autre, ben, est très restreint. Et là, ben, si l'auto n'est pas encore arrivé, mais que toi, tu es sur ton air d'aller, il faut que tu en trouves un nouveau. Je te regarderai un peu, là, pour Oui. ceux qui ont la chance d'aller voir, là, mettons, entre le virage 1 et le virage 12, cette portion-là, essayez de penser où vous allez vous placer si un pilote arrive à vitesse grand V dans ce brouhaha de virages-là là, qui sont extrêmement condensés. Puis honnêtement, j'aimerais pas ça être à la place du pilote qui doit évacuer, là. Moi, je m'arrangerais pour essayer d'être à un endroit plus convivial, là, un peu plus dans le coin du 13, là, aller au 22. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de la pénalité. Là, après ça, compréhension de la part des commissaires, tout dépendant des impondérables. Q1, là, il va y avoir beaucoup d'autos sur la piste, là, c'est là que ça risque d'arriver, là, a priori. Puis en plus, à l'extérieur de la piste, oui, c'est pas. Non, ça, c'est les rues qui utilisent la ville, là. Donc, Mhm. c'est pas un circuit qui est nécessairement beaucoup utilisé. Puis à l'extérieur, ben, il y a ces formes de déchets-là, là, les résidus de caoutchouc et tout ça. Puis Mhm. lorsque tu es en train de préparer un temps, Et- tu veux pas rouler là-dedans. Donc, la trajectoire est pas large, là. Donc, si tu Non. veux te tasser, c'est ça le compromis que les pilotes doivent faire. Ils veulent se tasser, laisser la place, pas être pénalisés, mais on veut pas salir nos pneus parce qu'on est quand même en train de se préparer à faire un tour rapide. Donc, ça, c'est une réalité qu'il faut Mhm. jongler avec. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça prend des bons signaleurs, hein. Ça prend des Pascal Ça prend des Loyer-Durand. Pascal, vous voyez, Durand, ouais. Exactement pour la sécurité des pilotes parce que c'est pas évident. Donc, faut agiter du drapeau bleu, du drapeau blanc, du drapeau jaune lorsqu'il y a Mhm. du double jaune, du rouge. Donc, il y a bien des choses à faire. Donc, les signaleurs, là, sont toujours excessivement importants. On pourrait pas courir sans eux. Mais un circuit comme Jeddah, là, disons qu'ils ont pas mal la vie des pilotes entre leurs mains, comme c'est souvent le cas. Mais un circuit à cette vitesse-là, là, c'est primordial que les signaleurs soient très réveillés sur le côté de la piste. En terminant, les prédictions, François, je te devance cette semaine. Je te fais toujours faire le sale boulot, là. Je te demande de te prononcer en premier. Fait que là, j'ai décidé d'y aller devant toi. Je vais Yes! être correct avec François. Mais tu as déjà été dans le même sens un peu. Moi, je prédis une pole position de Max Verstappen. J'y vais de façon Ah! audacieuse. J'y vais Verstappen et les deux McLaren derrière lui. Mais écoute, je change ça. Je vais y aller audacieux jusqu'à la fin. Oh, OK. Verstappen, Norris, Leclerc. Ça, c'est notre top 3 Bon. pour la course de dimanche sur la grille de départ. Hey, je voulais aller un peu comme ça. Au début, moi, je mets Verstappen en pôle pour la raison pilote. Puis là, je me suis dit, ah, ben, s'il va avec les deux orange papaye, je vais y aller avec un Leclerc en deuxième. Puis, c'est quoi, c'est quoi, coup d'éclat. Verstappen, Leclerc, Russell et Ouh! les deux McLaren 4 et 5 parce que ils vont avoir eu un petit souci, une petite erreur en qualif. Tain. Bon, ben j'ai déjà hâte à demain. J'avais déjà hâte, mais là j'ai encore plus hâte. Fait que c'est certain Ouais. qu'on va se texter demain vers la fin de Ah l'après-midi. oui. Oubliez pas, Oui, c'est très à certainement. 13 heures. Hein. On est un peu, tu sais, ça bouge toujours, hein, l'horaire, mais c'est à 13 heures demain. Donc, manquez pas ça. Écoute, François, c'est déjà tout le temps qu'on avait. On a passé plus de temps sur l'actualité. On a pas mal C'est touché tous les correct. sujets d'aujourd'hui. Puis, l'important, c'est que j'ai eu énormément de plaisir avec toi, comme d'habitude. Donc, je Pareillement. te souhaite un excellent week-end de course, François. Merci encore. Ben, merci à toi. Salut aux auditeurs. Puis on se reparle très bientôt. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 18 avril. Notre prochain rendez-vous sera lundi
avec notre retour sur le week-end de course à Jeddah. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube, activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.